Ce qui se passe en effet est extrêmement frustrant, surtout pour les autorités congolaises qui sont en train de participer au pourparlers de manière franche, avec un souci de rétablir le plus vite possible l'autorité de l'État dans les zones occupées. Et évidemment, nous sommes consternés par le fait que le M23 affiche une posture, si vous voulez, qui semble être coopérative au niveau des instances internationales et au niveau des processus, mais que la réalité sur terrain est caractérisée par des violences qui continuent, par un essai continu, des efforts continus aussi de s'accaparer de plus de terres. Et ça, c'est un message que nous envoyons de manière aussi très claire à tous les membres de la communauté internationale qui nous ont poussés à avoir ces pourparlers avec le M23. Nous sommes prêts à nous engager dans des pourparlers sérieux, mais en même temps, il faut qu'il y ait une redevabilité pour tous les acteurs qui participent. Et donc, c'est aussi un des messages clés que nous portons. Si nous voulons avoir une paix durable dans la région des Grands Lacs, cela ne pourra pas se passer sans redevabilité. Et donc, la redevabilité, elle ne vient pas après, elle ne vient pas dans un futur lointain. Elle commence maintenant. Tous les acteurs doivent être tenus responsables pour leurs engagements et pour leurs manquements vis-à-vis de ces engagements. Ça veut dire aussi que la communauté internationale a un rôle à jouer pour créer un environnement propice à des pourparlers qui sont pris au sérieux. Nous savons de qui le M23 dépend. Nous savons très bien qu'avec un peu plus de pression, qu'avec un peu plus de sanctions et de redevabilité, la donne peut changer rapidement. Et ça, c'est notre message à tous nos partenaires qui, d'une part, nous encouragent d'opter pour la voie politique, mais de l'autre part, sont très timides quand il s'agit des réalités sur le terrain. Vous parlez de sanctions, vous dites on sait très bien de qui le M23 dépend. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies. Il s'agit du Rwanda et personne d'autre. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que la situation puisse être inversée? Certains parlent de sanctions économiques. On a vu que l'Union européenne avait mis en place un système contraignant en début d'année. Tout à fait. Mais on a l'impression qu'au final, rien n'est fait. Il y a une espèce d'inertie en fait. Alors je vais me concentrer sur l'Union européenne parce que nous parlons avec un média européen et justement sur le fait que beaucoup plus peut être fait. Vous regardez d'autres conflits auxquels l'Union européenne a eu à faire face. Ce que nous entendons très souvent de la part de l'Union européenne, c'est le défi, si vous voulez, à trouver un consensus avec 27 États membres qui, eux tous, ont une lecture différente. Bon, il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de vies humaines. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de l'intégrité territoriale d'un pays qui est violé. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit d'un groupe armé qui est armé, équipé par un pays voisin. Nous regardons d'autres situations. En Europe, je pense que l'Union européenne est à son 27e paquet de sanctions quand il s'agit de la Russie. Elle passe comme ça, ces sanctions. Donc, nous demandons plus de sérieux. Nous demandons une analyse aussi plus approfondie justement de ce qui peut être fait. Quand nous parlons de sanctions, il y a toute une panoplie de sanctions. On peut parler de sanctions individuelles, on peut parler de sanctions qui ciblent des institutions, on peut parler de sanctions qui ciblent des entreprises. Et donc, c'est là qu'il faut justement mettre la pression et identifier quels sont les leviers qu'on peut activer pour avoir une plus forte réaction. Mais dire que c'est complexe, dire que c'est difficile de trouver un consensus, pour nous c'est quand même se dédouaner quand même assez facilement d'une situation. Revenons encore une fois à l'Union européenne, revenons aux pays européens. Nous avons il y a quelques semaines eu une conférence quand même assez fructueuse à Paris sur les questions humanitaires, sur l'assistance humanitaire dans la région des Grands Lacs. À peine cette conférence a pris fin, le Rwanda a fait un rétropédalage pour dire que la réouverture de l'aéroport de Goma ne pouvait se faire sans le M23. Et là, malgré le fait que tout le monde s'est félicité après cette conférence, c'était le grand silence. Nous ne parlons même pas de politique. Nous parlons de millions de vies humaines qui pourraient être sauvées si l'aéroport de Goma était opérationnel à nouveau. Un autre point qui pose vraiment problème aujourd'hui, dans les 8 protocoles qui ont été présentés à Doha il y a une semaine maintenant, c'est la libération, c'est le retour des anciens FDLR. Alors on sait que ça c'est le point le plus difficile. Certains disent que le Rwanda l'utilise comme un prétexte pour pouvoir continuer à attaquer la RDC. Que dit la RDC aujourd'hui? Est-ce que la RDC est prête à accompagner ce processus? Évidemment. Comme il faut? Et nous ne le disons pas, nous le faisons. Soyons très clairs, nous ne le disons pas. Donc le CONOPS qui a été signé dans le cadre de l'accord de Washington le 27 juin a 2 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier qui concerne la neutralisation des FDLR. Le deuxième pilier, c'est le pilier qui concerne le départ des troupes rwandaises de notre territoire souverain.
Alors, nous savons très clairement que nous avons pris ces engagements. Du côté de la RDC, nous ne parlons pas de ces engagements en termes abstraits. Nous avons lancé un appel aux FDLR de désarmer, de se rendre aux bases de la MONUSCO pour être rapatriés. Ils ont dit que le chemin était obstrué, que c'était difficile pour eux d'atteindre cet endroit-là dans un communiqué il y a quelques semaines. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a